Bonjour. Bonjour, Maëlys. Geoffrey. On sera ensemble à l'équipage VSAV pour la journée. Ok. Allez les gars, on y va. On fait la prise de garde, comme ça on enchaînera tout sur la manœuvre. Non, mais c'est efficace, c'est mis à siffler. Et alors? Ça a été un refuge, je regarde dans la merde. C'est un entraînement, on est là pour s'entraîner. Ah, ça décale. Vous êtes des pompiers d'où? On est des pompiers de Thoiry, monsieur. Elle était comment, votre femme? Si vous l'aviez connue, vous ne pourriez pas imaginer comme elle était. C'est pas possible. Un petit coup de pas bien, peut-être dû à ça, non? Il faut laisser le temps au temps. Attends. On va mettre un drap à l'intérieur. Ok. Déjà qu'il n'y en avait pas. Maëlys, tu sais que tu l'as à ta place chez les pompiers. Tu sais ce que c'est le vrai problème? C'est quand tu as plus de pression par rapport au regard de tes collègues que par rapport à l'inter que tu es en train de faire. On est là pour s'entraider. Quand ça va pas, il faut le dire. Pourquoi tu joues pas? Ma mère, elle veut que j'arrête les GSP parce que j'ai un mauvais bulletin. À l'école, je m'ennuie, alors que là, au moins, j'apprends un vrai métier. On ira en parler à Joël. Il fait partie des personnes qui nous écoutent beaucoup mieux que toutes les autres et qui est plus compréhensif. Et on se bouge. Ok. Donc il va lui en parler. Vous êtes trop mou, si vous êtes aussi mou que ça demain pour le cross, on va rien rappeler. Les moyens, les doctrines, et il y en a de plus en plus, ne sont rien par rapport à l'équipe que vous représentez, le collectif. Vous êtes la colonne vertébrale de notre organisation et sans vous, sans ce lien, sans cette cohésion, on ne fait pas grand-chose. Et dans les centres de secours qui fonctionnent, c'est parce qu'il y a cette recette-là. On ne peut pas l'expliquer, en tout cas à Thoiry, vous l'avez trouvé. Bien, bonsoir à tous. Merci à tous d'avoir répondu présent à l'invitation de l'amicale du CIS de Thoiry et du SDIS de l'Ain pour cette avant-première de la saison 2 de la web-série Thoiry Style. Cette soirée sera ponctuée de différents temps, avec notamment une table ronde pour débattre autour des nouvelles sources et des nouveaux canaux d'information numérique. Comment les aborder, comment les utiliser et dans quel but? Les réseaux sociaux alliés du volontariat. Plusieurs intervenants sont avec nous ce soir pour nous apporter leurs connaissances sur le sujet, nous expliquer les changements, leurs analyses et comment les mettre à profit pour nos SDIS et notamment dans le développement du volontariat. La table ronde est enregistrée ce soir et sera diffusée sur les réseaux sociaux grâce à un partenariat développé avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et son équipe FEDCOM présente ici ce soir que nous remercions chaleureusement. Sans plus tarder, donc, j'invite Madame le maire, Madame Muriel Beignet, que nous tenions aussi à remercier chaleureusement pour son accueil dans cette magnifique salle des fêtes flambant neuve et offrant des installations dignes des plus grandes salles de spectacle. Je vous invite à prendre la parole au pupitre. Mesdames, Mesdames, Messieurs les élus, et je souhaite particulièrement saluer mes collègues conseillers départementaux qui sont Michel, mon binôme bien sûr, et puis Alain, et vous faites tous les deux partie de la famille du SDIS et de sa gestion, et c'est pour ça que je vous remercie d'être là ce soir. Et je salue aussi votre travail de conseiller départemental au sein de cette belle famille du SDIS. Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours, contrôleur général, monsieur le directeur départemental adjoint, monsieur le commandant du CIS Thoiry, et pas encore du SDIS. C'est normal, il est thoirysien, cher Eric. Capitaine, cher Eric. Monsieur le Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Madame la Présidente de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Ain, bien sûr, tous les membres de l'équipe du SDIS 01, Mesdames, Messieurs, les sapeurs-pompiers de Thoiry, les JSP, les anciens sapeurs-pompiers aussi de Thoiry, vous êtes là, je vous en ai vu quelques-uns. Tout ce qui est acteur, figurant, réalisateur de la série
J'espère ne pas avoir oublié quelqu'un dans la famille des pompiers. Alors, je rajoute les sapeurs-pompiers en petite réflexion. Comme ça, je ne vous ai pas oublié. Et si jamais ce serait une faute de goût. Voilà, mesdames, messieurs, bien chers tous. Ici, ce soir, c'est un réel plaisir de vous accueillir dans la salle des fêtes Henri Masson. Un réel plaisir de partager ce moment avec vous parce que on est dans une famille particulière, la famille des sapeurs-pompiers. Vous êtes tous engagés au service, bien sûr, de toute une population avec des missions bien diversifiées, hein, les secours d'urgence, les évacuations de victimes d'accidents, la prévention, la protection, la lutte contre les incendies, la lutte contre les accidents et bien d'autres. Je ne vais pas tout vous reciter, vous les connaissez très très bien. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est toutes vos actions auprès des jeunes. Et d'ailleurs, je souhaite faire un petit clin d'œil à nos jeunes JSP parce qu'ils ont encore décroché, je dis encore parce qu'on a l'habitude, ils ont encore décroché une belle 2e place au concours de manœuvre du rassemblement technique départemental des JSP de l'Ain en remportant le challenge Corona. Alors, merci à vous, vous faites encore briller. Thoiry, merci à vous pour ce challenge. Oui, je vous disais, les sapeurs-pompiers, c'est toute une vocation, c'est toutes des missions. Et il faut aussi créer du lien entre vous, entre nous aussi, avec la population. C'est quelque chose de bien difficile. Il faut aussi susciter les vocations, il faut renouveler les effectifs, il faut défendre en fait les intérêts de tous, il faut valoriser les missions. Et puis surtout, à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux, tout simplement, et des nouvelles méthodes de communication, il faut innover. Je suis très fière d'avoir découvert cette première série Thoiry Style qui est un changement. On n'avait pas l'habitude et aujourd'hui, ça nous fait rentrer, nous qui ne sommes pas sapeurs-pompiers, nous qui ne savons pas encore comment se déroulent vos missions, comment elles sont organisées, est-ce que vous vivez. Ça nous fait rentrer un petit peu dans votre vie, dans votre quotidien. Et c'est sûr qu'il faut faire connaître tout ça. Aujourd'hui, la saison 2, elle va vous être découverte. Et nous, on a hâte de retrouver nos super-héros. Moi, je souhaite que cette 2e série, cette série numéro 2, soit vraiment un tremplin pour de nouveaux volontaires, qu'elle profite à tous, aux sapeurs-pompiers, bien sûr, mais à tous, puisque à travers les sapeurs-pompiers, c'est aussi la population. Et on est tous conscients que vos actions, ce sont des actions d'hommes et de femmes qui donnent de leur temps, de leur personne, en tout cas pour la population. C'est ce qui est important. Et en fait, on a tellement besoin de vous. On le dit jamais assez souvent à la Sainte-Barbe. J'essaye de le redire, mais en fait, les mots, ce sont que des mots. Mais on a tellement besoin de vous. Et donc, je profite vraiment de ce moment pour vous adresser mes sincères remerciements pour votre courage, vos dévouements, votre engagement, et vous portez des valeurs qui vous les mettez au service de tous nos administrés, des valeurs qui sont des valeurs que nous tous on devrait avoir, et en tout cas en général que nous tous on devrait défendre. Et puis je vais finir mon petit mot d'introduction et mon mot de bienvenue parce que d'abord je suis le maire et que c'est la logique de toujours inviter le maire pour le mot de bienvenue, mais je souhaiterais, je sais pas, le petit pompier là, il peut pas rentrer dans mon bureau. C'était une demande particulière. Et puis surtout, je me demandais si vous aviez des gourmandises ce soir, parce que moi j'ai vu quand même qu'il y avait aussi toute une campagne de carambars. Et vous êtes venus les mains vides. Eh bien, pour la prochaine fois, nos pompiers nous amèneront les carambars parce que vous savez, maintenant, vous avez aussi une belle campagne des carambars héros, c'est les cara-héros, avec des messages, bien sûr, dans les petits carambars que l'on connaît. Et j'ai trouvé aussi ce système de valorisation d'action pompier aussi très, très bien. Donc, nous attendons à Thoiry vos carambars bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre présence.
Merci Madame le maire pour ces propos introductifs et ces messages d'encouragement. Pour compléter ces propos, j'invite Monsieur le contrôleur général, Luc de Rognancourt, directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Ain et chef de corps. Merci, Madame le maire, conseillère départementale, messieurs les conseillers départementaux, et je vous remercie également de votre présence en tant que membre du bureau du CASDIS, mesdames, messieurs les élus, madame la présidente de l'Union départementale, et j'ai oublié, mais j'ai pas l'habitude de le voir en notaire indinoise, lui qui descend de la Haute-Savoie, notre président de fédération, cher Jean-Paul, merci de ta présence, je ne pouvais pas la rater quand même. Je te laisserai répondre à madame le maire pour les carambars, parce que c'est une idée de la fédération, et visiblement c'est une très très bonne idée. Encore une. Et puis vous tous, amis de la famille des sapeurs-pompiers. Je ne serai pas long, mais je tenais vraiment à dire un mot parce que on a fait des belles rencontres. Et que ça soit au sein du centre de secours de Thoiry où j'ai découvert des personnes, que ça soit autour de l'équipe de réalisation. Alors Annabelle, je suis la connaissance, elle doit se cacher. Elle est ressortie. Bon, on lui dit ouais, que c'est pas... Jonathan qui est là, enfin bref, on a vécu de bons moments. Alors bon, en Delphine, on est passé un peu au grill, on n'a pas trop l'habitude de ces reportages, mais quoi qu'il arrive, vous le verrez, en tout cas, je n'ai vu que le teaser, mais on ressent une vision particulière. Bien sûr, on peut parler de super-héros, mais bon, comme je dis toujours, à chaque fois qu'on rentre une personne, en fait, nous sommes des gens, vous êtes des gens ordinaires qui, ensemble, accomplissaient des choses extraordinaires. Mais dans ce film, on voit la nature, on voit les personnes, on voit les difficultés, on va au plus profond, mais sans être trop voyant. Et je trouve que cette approche, ce regard qui est porté sur nos sapeurs-pompiers, sur vous qui intervenez au quotidien, ça apporte un plus et ça nous touche. Et j'espère que ça vous touchera. En tout cas, l'équipe qui a été à la manœuvre, au début, on les a pris un peu pour des farfelus. Alors évidemment, Eric Herbet en tête, mais bon, je me suis aperçu qu'il n'était pas seul. Hein. Il y a quand même une équipe à Thoiry qui ont des propensions à inventer des choses qui pourraient nous, directeurs, institutions, nous refroidir, nous inquiéter, voire interdire. Parce que il faut se rendre compte aussi que ça a fait beaucoup de bruit, vous le savez, mais y compris dans nos instances, en disant « Monsieur le directeur, vous laissez faire des choses, mais c'est n'importe quoi, c'est pas l'image des sapeurs-pompiers. » J'ai beau avoir l'expérience que j'ai et l'âge que j'ai maintenant, je ne suis pas sûr qu'un directeur que je suis arrive à toucher un sapeur-pompier, un jeune sapeur-pompier qui veut s'engager chez les sapeurs-pompiers. Ça, c'est clair. Donc, du coup, ce mode de communication, cette valorisation du volontariat telle qu'elle est faite aujourd'hui, eh ben, elle fait partie des nouveaux outils, elle fait partie des nouveaux modes de communication qu'il faut quand même un petit peu cadrer. On a eu quelques petits échanges malgré tout, mais finalement, c'est comme ça qu'on touche nos sapeurs-pompiers. Et puis la dernière chose que, encore une fois, on est aussi tous, on revient à nos métiers, mais on a touché des gens, et c'est pas des gens qui sont venus chez nous par hasard. C'est des gens aussi qui sont restés. Donc finalement, cette méthode d'approche, cette nouvelle méthode pour toucher le volontariat, malgré tous les plans qu'on peut faire, malgré tous les aides qu'on peut avoir au sein de tous les départements, parce que c'est notre ressource principale, le volontariat, vous verrez les chiffres pendant toute la soirée, et ben c'est une autre façon de les approcher, et je trouve que là, vous nous avez montré la voie, et j'espère que ce qui va dérouler de tout ça, notamment, je pense, aux différents concours qui vont être organisés au niveau du congrès, mais les réseaux sociaux, ça dépasse tout ce cadre-là, et ben ça va donner la voie à d'autres modes de communication et ça générera encore plus de vocations. Allez, un petit clin d'œil. J'ai pas pu manger la paella la dernière fois parce que je ne connaissais pas les heures de tournage. Hein. Vous arrivez pour midi et en fait à minuit et demi vous passez à table. Donc merci encore pour tout ce que vous faites pour la communauté des sapeurs-pompiers. Merci, monsieur le contrôleur général. Et juste pour débuter, on va faire un petit rappel de chiffres. Voilà, chiffre du nombre de sapeurs-pompiers dans l'Ain.
Donc au 31-12-2024, ils étaient 3733 exactement sapeurs-pompiers volontaires, dont 2369 au corps départemental, avec 337 recrutés, dont 116 femmes, 1816 au sein des services locaux d'incendie et de secours. 452 d'entre eux sont en double engagement et nous avons en complémentarité 380 sapeurs-pompiers professionnels au sein du département. Toutefois, même si les chiffres à l'échelle du département restent positifs, des difficultés ou des particularités dans certains secteurs sont à constater. Le CIS de Thoiry a rencontré il y a quelques temps une période compliquée, notamment sur le volet RH, mais je laisserai du coup le capitaine Éric Herbé, donc chef de centre du CIS de Thoiry, vous l'expliquer. Je vous l'invite à nous rejoindre sur scène. Bonsoir à tous et avant d'aller un peu dans le détail de l'explication, un grand merci d'être là avec nous ce soir et de partager ce beau moment qui est le fruit d'un projet qui maintenant a démarré il y a à peu près 14 mois. Alors vous me direz pourquoi se lancer dans quelque chose d'aussi farfelu. Pourquoi ? Parce que le centre de secours de Thoiry, comme d'autres centres aussi parfois, peut se retrouver en difficulté et faire face à un certain nombre de défis RH qui sont parfois difficiles à relever. Si je prends le centre de secours il y a quelques années, alors bon, j'aime pas vivre dans le passé, mais parfois c'est bien de se rappeler du passé pour pouvoir bâtir un avenir plus solide. Et le centre de secours a fait face à un incendie dans les locaux du CIS en juillet 2019, avec une situation conflictuelle qui a duré plusieurs années. Alors voilà, c'est des choses qui aujourd'hui sont terminées, mais c'est des choses qui sont quand même dans notre histoire aussi, qui ont créé des difficultés, qui ont créé des conflits, qui ont créé beaucoup de travail aussi pour reconstruire. On a changé de chefferie, parfois ça a pu être vécu comme une mise sous tutelle, et c'était pourtant mal nécessaire. Une nouvelle chefferie qui a été mise en place en septembre 2020, et puis 2023, une autre affaire judiciaire qui malheureusement a été lourdement médiatisée et qui, de nouveau, a fait vaciller l'équilibre qui est toujours un peu instable finalement d'un centre de secours. Et cet équilibre-là s'est retrouvé un peu en perdition. Ça a déstabilisé l'effectif, ça a déstabilisé les JSP, ça a déstabilisé aussi les familles. Parce qu'on avait soit les infos, soit on n'avait pas les infos et on imaginait le pire. De tout ça, il a fallu rebâtir quelque chose et quelque part, le projet qu'on a choisi de développer, et je voudrais rendre hommage aussi à Pierre-Emmanuel qui est dans la salle, qui se cache, c'est de bâtir quelque chose de collectif dans lequel l'individu tout seul n'est pas véritablement d'existence et que ce soit les gens ensemble qui bâtissent quelque chose, à commencer par les deux chefs qui travaillent au quotidien. On s'est fixé des objectifs et on a fait le choix de communiquer. Alors ce choix, on l'a décliné en plusieurs objectifs, sur des portes ouvertes, sur des retransmissions de matchs, des choses qu'on faisait parfois. Et parmi tous ces objectifs-là, on a choisi de développer beaucoup plus fort qu'ailleurs, potentiellement, et de manière un tout petit peu plus disruptive, notre présence sur les réseaux sociaux. Ça a donné des choses plus ou moins discutables au début, qui ont créé plus ou moins de discussions, mais on a insisté. Et on va pouvoir regarder un tout petit peu juste après ce que ça a donné dans les débuts, et notamment la première série de vidéos qui nous a fait un tout petit peu connaître grâce à la proposition de Geoffrey qui est là avec nous, Cdisfire sur les réseaux, qui nous a proposé cette idée un peu folle de faire une série et à laquelle on a eu l'idée un peu folle de lui répondre oui. Et ça a donné cette saison 1 qui techniquement est un petit peu en dessous mais qui par contre dans l'esprit et dans l'âme de la manière dont on l'a fait s'en rapproche, parce qu'elle a permis de rassembler tout le monde autour d'un projet, de favoriser le vivre ensemble, et elle a suscité énormément de succès finalement sur les réseaux sociaux. C'est un peu ce qui nous a fait démarrer. Donc on vous en propose un résumé pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui ne seraient pas abonnés, j'espère que ce n'est pas le cas, et puis voilà. Ah, merci mon capitaine. Effectivement, ça ouvre le débat sur les réseaux sociaux. Mais avant tout, effectivement, les meilleurs moments de la saison 1. Précédemment, dans Thoiry Style. Maniez le cul là-dedans, il y a le chef de garde qui nous attend. Allez, je vais te présenter à l'équipe. Je pense qu'ils vont être un petit peu surpris. Départ VSAV. Départ CCFS. Non, gros intervention pour nous. On a même fait appel à un Canadair.
Oula. Ma cos'è? Pensa di essere il figo del gruppo o cosa? Les gars. Ouais. J'ai senti le capitaine bizarre aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sens qu'il y a un truc qui se prépare. On a une mission spéciale aujourd'hui. On va organiser le feu d'artifice de la fête communale. Voilà. Je compte sur vous. Je t'intègre VSAV. Ça marche. Tu prends ton équipage, j'ai inventé un VSAV. Allez, on va faire un Faudrait peut-être que tu te modères un peu, Julien, quand même. L'amour, c'est comme un feu, les gars. Faut savoir l'allumer. Bon, pardon, je voulais juste dire bonjour d'une manière originale. Joëly, tu fais ça. Prise de chef de groupe PISEC, team numéro 1. 47 ans. On va le faire décaler sur une fausse intervention. Ok. Une intervention chef de groupe. Comme ça nous laisse le temps de préparer la salle en bas. Mais où est-ce qu'ils sont encore passés, ceux-là là? Et je suis toujours allé chercher, hein. C'est un truc de dingue ça. C'est vraiment un truc de... Merci. 1, 2, 3. Future nouvelle recrue à Thoiry. Non. Si, regardez ça. Vous voulez voir? Regardez. Je vais être papa, les gars. Bien sûr, regardez. C'est incroyable. Arrêtez. Départ VSAV. Départ FPT SR. Ima, tu donnes ça au chef d'agré. Départ accident voie publique. Départ accident voie publique. VSAV Thoiry du Codis, il s'agit d'un pompier, Est-ce que vous avez bien pris le message? Bien, merci pour ces beaux moments déjà de cette saison 1, effectivement, qui ont suscité beaucoup d'intérêt sur le net. Et justement, pour faire le lien, on va parler un petit peu de la vision macro vue des réseaux sociaux par nos institutionnels, les influenceurs et les médias. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on constate la puissance et les impacts, qu'ils soient positifs comme négatifs, des informations diffusées sur les réseaux sociaux. De plus en plus de personnes s'informent uniquement par ces canaux de diffusion et excluent les standards, comme la presse écrite, la radio ou encore la télé. C'est pourquoi les enjeux d'une communication adaptée sont aujourd'hui très importants pour nos établissements publics. Les nouvelles générations de pompiers étant proches de ces nouvelles sources d'information, il nous est important aujourd'hui pour nous, les établissements publics, de s'adapter et qu'ils suivent ces nouveaux modes de diffusion. Oui, mais comment? Selon quel code et quelle stratégie? Donc pour en parler, je vais inviter à présent à nous rejoindre sur scène Monsieur Jean-Paul Boslan, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le caporal-chef Geoffrey Cunin, SPV, mais aussi influenceur, et le colonel Pierre-Marie Grancola, directeur départemental adjoint du SDIS de l'Ain. Un micro? Monsieur le Président, je vous invite à prendre un micro, à vous installer. Monsieur le Président, aujourd'hui, on constate un virage assez spectaculaire débuté il y a quelques années de la Fédération nationale en matière de communication externe. Une présence accrue sur les réseaux sociaux, par notamment l'emploi de nouvelles techniques de communication, une image de marque assez développée, résultant un auditoire en constante augmentation. La Fédération a-t-elle totalement investi ces nouveaux moyens de communication? Et oui, si oui, comment, par quels moyens? Avant, je vais quand même saluer les amis indinois. Alors, symboliquement, je me suis mis derrière ce casque parce que Hugues, chez moi, malheureusement, on n'est plus en capacité d'acheter un casque français. C'est un peu malheureux, mais je taquine régulièrement mon président. Ça, c'est pour ceux qui me connaissent, toujours à défendre ce casque qui est fabriqué dans l'Ain et qui devrait normalement couvrir la tête de tous les sapeurs-pompiers de France.
Bravo, bravo à Thoiry. Eric, tu as utilisé le mot de disruptif. Oui, il faut savoir être disruptif. Jusqu'au 32 de la rue Breguet à Paris, qui est le siège de la Fédération et de l'œuvre des pupilles, on a entendu parler du CPI Thoiry. Et j'ai dit, tiens, alors j'ai traversé, je traverse un pays pour venir ici, parce que je traverse la Suisse voisine, et j'ai utilisé un ancien Indinois qui est venu migrer en Haute-Savoie pour m'amener jusqu'à cette caserne de Thoiry, et donc j'ai trouvé un travail merveilleux, en tous les cas un vrai travail d'équipe. J'ai même pu partager le barbecue et manger la merguez. Ça a surpris certains de voir un président de fédération manger la merguez, mais c'est ce que je fais tous les jours dans une caserne de pompiers. Sur la communication, oui, c'est important. Comme je dis souvent, on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. Et on nous dit toujours, oui, c'est compliqué la communication. Les réseaux sociaux font partie d'un des outils de cette caisse qui permet d'aller toucher plusieurs publics. Il existe plusieurs types de réseaux sociaux. On a créé à la fédération, j'ai demandé est-ce qu'on mette en place un conseil des jeunes sapeurs-pompiers, parce que comme tu l'as dit, Hugues, on a quelques années de boutique maintenant, on a le même âge avec le chef de corps ici. Eh bien oui, demandez à un jeune sapeur-pompier comment il communique aujourd'hui, ne me demandez pas, moi je n'en sais rien. Donc on a créé ce conseil des jeunes et on a mis aussi en place un vrai service communication, dont certains m'accompagnent et certaines m'accompagnent ce soir. Parce que c'est important, c'est le nerf de la guerre, d'aller communiquer. On utilise plusieurs réseaux sociaux parce qu'on a plusieurs cibles. On va communiquer vers des plus jeunes, vers des moins jeunes, vers des institutions. Et parfois, on arrive à faire des choses un peu surprenantes. Oui, Madame le maire, quand on m'a dit on va aller faire un partenariat avec Carambar, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va aller faire avec Carambar? C'est quoi la relation avec les sapeurs-pompiers? Carambar, comme je le dis, souvent est connu depuis l'école maternelle jusqu'aux EHPAD. Et l'intérieur du Carambar, non seulement il y a la douceur du caramel, voire d'autres parfums, mais il y a surtout la petite histoire. Et donc, on a transformé cette petite histoire en message de prévention. Pourquoi? Parce qu'en France, on a un vrai retard dans la prévention. Donc aujourd'hui, depuis quelques semaines, et il y a un tel succès que je n'ai pas pu amener des carambars ce soir, mais on en amènera. Et on va plus loin, puisque ces carambars permettent de faire parler des sapeurs-pompiers, de faire passer des messages de prévention. On va aussi, avec le Tour de France, on met en place 2 bus maintenant qui sont sérigraphiés, pour lesquels d'ailleurs porte le fameux Carahéro et distribue des carambars, mais pas que. On va aussi, pour toucher les plus jeunes, avec d'autres associations et d'autres organisations, réaliser des petits parcours. Et on accompagne tout le Tour de France, en plus de la caravane du Tour de France avec plusieurs véhicules d'une marque française. C'est aussi comme ça communiquer. On va aussi parfois, d'une façon un peu qui peut être un peu parfois questionnante chez les sapeurs-pompiers. Éric Brocardi, que vous voyez tous, c'est le beau gosse qui passe sur BFM TV régulièrement et sur les chaînes et qui parle au nom de la Fédération des sapeurs-pompiers et de ses 285 000 adhérents. Il vient me voir en disant un jour, on va faire un challenge des calendriers de sapeurs-pompiers. J'ai dit, ouais, Éric, tes idées, c'est toujours très étonnant. Croyez-moi que directement, ce challenge aujourd'hui permet de présenter l'action des sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, moi, quand je vais attribuer les prix de ce challenge, les chefs de centre me disent ça nous permet d'aller recruter des sapeurs-pompiers. Je me rappelle, moi, d'un chef de centre de la Voulte-sur-Rhône en Ardèche qui me dit on a été finaliste et ça nous a permis concrètement de pouvoir présenter la caserne, de faire venir des journalistes et on a recruté 7 sapeurs-pompiers volontaires, ce qu'on n'avait jamais fait depuis plusieurs années. Donc, c'est une multitude en plus des réseaux sociaux d'aller communiquer. Et dans notre réseau, alors même si c'est un très beau réseau qui est très étendu dans 6000 points de contact qui sont nos casernes, on a un plafond de verre et on a de la difficulté à aller rencontrer nos sapeurs-pompiers, nos adhérents. Et donc on vient de sortir, vous l'avez en primeur, le fait d'actu qui va être envoyé dans l'ensemble des amicales des sapeurs-pompiers de France. Donc tout ça, c'est complémentaire aux réseaux sociaux. Alors j'ai plusieurs réseaux, moi en tant que président de la fédération, mais c'est surtout toute une équipe qui travaille à Paris et qui permet d'aller distribuer de l'information en fonction de cette cible. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, voilà, une communication multicanaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le prix, sur l'accompagnement du réseau fédéral, c'est très important. Et après, auprès de Geoffrey, on va essayer de rechercher auprès de toi
l'angle du coup de ta casquette, on va dire, d'influenceur. Aujourd'hui, Geoffrey, voilà, tu es sapeur-pompier volontaire à Thoiry, tu es aussi gendarme réserviste et anciennement agent de sécurité de la voie publique. Tu étais originaire du Vaucluse. Et aujourd'hui, tu es présent sur les réseaux sociaux pour faire paraître, faire connaître tes connaissances acquises sur le terrain, donc aux jeunes qui sont aujourd'hui très connectés auprès de toi. Tu as 350 000 abonnés voilà, sur l'ensemble de tes réseaux. Et tu as été nommé parmi les 30 meilleurs influenceurs de France au For You Award à Paris. Alors Geoffrey, peux-tu nous expliquer ton parcours et comment considères-tu l'importance des réseaux sociaux au sein de la société? Bonsoir à tous. Moi, j'ai toujours été un petit peu friand de la communication. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de communiquer. Pour ma part, j'ai toujours été un petit peu adepte des réseaux sociaux également. Donc, je me suis lancé dessus il y a à peu près 5 ans. J'ai voulu essayer de mixer mes deux passions. Donc, j'ai commencé à répondre à des commentaires. Comment devenir pompier, quels sont les numéros d'urgence, comment réagir face à un accident, comment réagir face à un arrêt cardiaque, etc. Et ça a fait son chemin. Maintenant, j'ai 350 000 abonnés. Mais je suis persuadé que les réseaux sociaux, ça a un bon côté positif actuel pour le volontariat de sapeurs-pompiers. D'accord. Et sur les profils, les profils types qui te suivent, du coup, est-ce que tu considères que c'est leur principale source d'information, ces réseaux? Oui, c'est la principale source d'information. Pratiquement tout le monde a un téléphone et est sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou Facebook ou autre. Mais il faut faire attention quand même sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme un iceberg. Il y a de très belles choses, mais il y a aussi des choses un petit peu compliquées ou pas très belles à voir, donc il faut faire quand même attention. Mais très bien. Ouais, c'est sur effectivement une vigilance qui est quand même effectivement assez importante à avoir effectivement quand on est aux manettes, on va dire, des réseaux, notamment sur une institution, mais pas que. Toi, influenceur, tu vois la force que ça peut avoir effectivement et l'impact qu'il peut y avoir derrière. Oui. Et en termes de communication, celle qui est employée aujourd'hui par les SDIS, est-ce que tu considères que les réseaux sociaux ont vocation justement à encourager, à asseoir, enrichir le volontariat au sein des SDIS? Oui, effectivement, je pense que sur les réseaux sociaux, les SDIS, si chaque SDIS se lance un petit peu sur les réseaux sociaux, chacun leur tour, ils peuvent favoriser le volontariat et l'engagement chez les sapeurs-pompiers. D'accord. Merci à toi. Merci. Justement, ça fait le lien avec le colonel Pierre-Marie Grandcola qui va prendre un peu le porte-parole du colonel Éric Collard, directeur départemental par intérim du 10-23, qui aurait dû être avec nous, mais qui malheureusement a été retenu pour une réunion en préfecture dans son département. Il a établi dans le cadre de sa formation d'élève colonel un mémoire relatif à la place des réseaux sociaux. Et plus particulièrement, il s'est interrogé en quoi une communication de proximité intégrée à une vision stratégique peut améliorer le recrutement et fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires. Le tout dans un but, bien entendu, de servir et consolider le modèle de sécurité civile français. Alors, mon colonel, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éléments de synthèse de ce rapport, mais du vôtre également, parce que du coup, en tant qu'élève et chef de groupement, vous avez également fait un mémoire sur cette thématique. Voilà, donc si vous pouvez nous présenter ces résultats du coup. Merci, cher Louis. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir et je suis également ravi qu'on ait pu monter cette soirée avec tout le monde et valoriser le travail qui a été fait sur Thoiry. Depuis des années, on se pose des questions sur les réseaux sociaux puisqu'on sent que ça monte et qu'il y a une inflation au quotidien. Donc en 2018, avec 3 collègues que je salue, qui suivront bien sûr nos débats ce soir, on s'est posé la question sur la communication que nous avions au sein de nos SDIS et avec qui nous communiquions. Alors bien sûr, avec nos pompiers, qui sont volontaires professionnels, avec nos personnels administratifs, nos élus, les représentants des instances, la population bien évidemment, et puis les usagers. Ça, c'était notre première strate. On a différents types de communication qui sont soit en interne, soit en externe, qui sont plus ou moins importantes. On a tous tendance à dire qu'on reçoit trop de mails au quotidien, mais c'est un petit échantillon de ce qu'on peut voir sur les réseaux aujourd'hui. En 2018, on s'était rendu compte également qu'il y avait un certain nombre de réseaux qui prenaient de l'ampleur. Je n'ai pas changé la diapo de façon voulue parce que certains n'apparaissent pas.
il débutait à ce moment-là, son Snapchat et TikTok, qui ont pris énormément d'ampleur aujourd'hui, qui sont des vrais supports sur lesquels on est pratiquement obligé de s'y rendre si on veut aller au plus profond et pouvoir toucher la population. Également en 2018, on avait fait le constat qu'il y avait une vraie nécessité de continuer à former les citoyens pour leur montrer ce que c'était une caserne, comment on y passait du temps, comment on s'investissait, quelles étaient les relations entre les collègues et ce qu'on pouvait y trouver et quelles étaient les valeurs qu'on portait. Donc on avait des moyens qui étaient certes pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais on avait déjà une volonté de faire un petit peu la même chose pour aller au plus proche de la population. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, par rapport à ce qu'on vient d'échanger, par rapport au nombre de personnes qui vous suivent, quand on mesure, et je pense qu'Éric le partagera tout à l'heure, le nombre de vues qu'ont pu faire certains posts, c'est des ambitions qu'on n'avait pas à l'époque. Donc il faut s'y pencher, il faut se pencher dessus et pouvoir profiter de cette vague qui nous emmènera, j'espère, vers d'autres pompiers volontaires demain. Et aussi avoir l'esprit que dans 5 ans, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Donc il faut sans cesse se renouveler et sans cesse trouver des idées pour progresser et puis continuer à apporter nos valeurs. Le dossier d'Éric Collard, que je remercie, qu'on a pu avoir au téléphone, mais qui est bloqué ce soir pour des contraintes professionnelles, a été valorisé au sein du SDIS dans le cadre de sa formation d'élève colonel, et il met en avant un certain nombre de choses qu'on va vous mettre à l'écran, notamment nécessité de territorialiser la communication en s'appuyant sur quatre champs qui apparaissent. Le premier, c'est bien sûr, c'est la création de contenus locaux. Pour avoir une communication qui est départementale, celle du SDIS, celle qui est portée par l'ensemble de nos structures, et puis une communication locale qui est faite au sein des centres. Ce soir, c'est un véritable exemple, c'est-à-dire qu'on va communiquer sur des supports, on va les relayer, et puis il y en a qui marchent mieux que d'autres, qu'il faut aussi porter. Il y a nécessité de communiquer sur la vie du centre, puisqu'on nous connaît peu. Certains imaginent le pompier de Paris, ou de la brigade, ou des marins-pompiers. Ce n'est pas du tout ça aujourd'hui, ce qui se passe dans nos casernes. Les portes sont ouvertes à tout le monde, chacun peut trouver sa place et c'est important par le biais de ces communications de se rendre compte de ce qui se passe dans le centre de secours. Le troisième champ, c'était communiquer sur et valoriser les recrues. On a un gros turnover, Jérémy l'a dit tout à l'heure, on a 300 jeunes qui rentrent tous les ans, il y en a autant qui partent. Donc il y a nécessité de s'interroger pourquoi ils partent et pourquoi on a ces turnovers qui sont incessants. Donc il y a peut-être une piste à creuser pour se dire comment on peut valoriser chaque jeune qui rentre dans un centre de secours, valoriser son parcours, valoriser ses compétences. Souvent, on fait refaire des actions de formation à des jeunes qui ont déjà plein de diplômes dans le domaine. Donc, des réflexions qui doivent se poursuivre dans nos structures. Et puis, le quatrième pan qui voulait mettre en avant, et je pense qu'il est très important, c'est valoriser aussi le départ en retraite. Il ne faut pas oublier que le socle des sapeurs-pompiers, c'est nos anciens, c'est nos aînés. Et c'est important aujourd'hui que nos jeunes les rencontrent, puissent discuter avec eux. Tout s'est pas fait en 15 jours, en 1 an. Tout s'est construit au fur et à mesure. Et il y a une vraie nécessité de garder nos anciens dans nos centres et qu'ils puissent partager avec, bien sûr, les nouvelles recrues. À l'issue de son mémoire, il a proposé 10 préconisations, également qu'on vous met à l'affichage. Certaines sont en vert, car le SDIS de l'Ain s'est déjà engagé pleinement dans celles-ci. Et elles sont portées, pour certaines, déjà bien engagées. Il y a des champs qui seront bien sûr repartagés, je pense, par Marc Ridel qui va intervenir dans quelques instants, puisque il y a quelques années, on a fait une étude sur le volontariat, le Manalares. Tous ceux qui sont là depuis quelques temps l'ont lu, ont vu les différents profils qui existaient. Et je pense qu'il faut se réinterroger aujourd'hui sur quelle est la sociologie de nos sapeurs-pompiers, quelles sont leurs contraintes aussi, puisqu'elles ont évolué, et comment ils fonctionnent. Une autre proposition, c'était bien sûr réfléchir sur l'évolution de notre communication quand une organisation bouge. Deux organisations bougent régulièrement, tous les 3 ans, 5 ans. On a des mouvements, que ce soit des chefs de centre qui changent, des chefs de groupement, des directeurs aussi, ça arrive, puisqu'on est contraint également au changement. Donc il y a nécessité de communiquer comment le SDIS est organisé, pour que chacun puisse comprendre un petit peu où est sa place et comment ça s'organise. Un engagement, bien sûr, sur la responsabilité sociétale. Il y a nécessité qu'on partage tout ce qui est fait et qu'on remette le citoyen au cœur du dispositif. En 2004, c'était une volonté de la loi qui avait été prônée, c'était de dire aujourd'hui tout citoyen est acteur de sa sécurité. Il faut qu'on continue à le partager avec tout le monde et le fait de continuer à former nos jeunes, c'est une vraie force pour demain. Une valorisation bien sûr du sapeur-pompier et expliquer ses actions et son implication. Et puis par rapport à ce qui a été initié dans le SDIS de l'Ain, un schéma directeur. Tout ce qui vous a été présenté ce soir, c'était travaillé en amont. Ils n'ont pas fait des vidéos comme ça en disant tiens aujourd'hui on va fêter l'anniversaire du chef de centre.
et bien d'autres choses. Ça a été travaillé, réfléchi, avec une volonté bien sûr d'accompagner ce qui est fait, de mettre en avant la cohésion des centres, la bienveillance et l'empathie qu'on porte dans nos missions. Donc des propositions qui sont bien sûr lancées, piloter la création des pages de centres, c'est surtout en lien avec la proposition 8, je pense, c'est quelle est la charte ? Comment communique-t-on sur les réseaux ? Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer pleinement, totalement, avoir des dérives ou pas ? Il faut qu'on l'explique à nos jeunes et également à nos cadres, puisqu'il faut aussi qu'on occupe le champ des réseaux sociaux. Intégrer aux formations initiales de formation de perfectionnement une information sur cet usage-là, je pense que ça touche tout le monde, que ce soit nos pompiers volontaires, nos pompiers professionnels, nos personnels administratifs. Il y a des méconnaissances sur la portée d'un poste et surtout les risques qu'il y a parfois à commenter certains postes avec une position qui serait ferme ou malvenue. Et des fois, ça peut être compliqué pour certains jeunes qui sont soumis parfois à du harcèlement parce qu'ils ont, hélas, pas écrit le bon poste au bon moment. Voilà, et pour terminer, bien sûr, piloter la communication au sein des SDIS, c'est essentiel, qu'elle soit bien sûr départementale, mais également en lien avec nos centres de secours qui sont les premiers au contact du terrain. Voilà, un beau travail d'Éric Collard que je remercie. Merci à vous. Merci, mon colonel. Je l'avais évoqué effectivement dans mes propos introductifs, on n'a pas parlé des médias, mais ils sont ici présents ce soir, ils ont été invités, et l'intérêt qu'ils ont aussi de cette aventure, c'est qu'ils ont consulté les réseaux sociaux, ce qu'a produit le CSD de Thoiry, et la presse nationale nous a suivis sur cette opération. On a un reportage TF1 qui va être diffusé du coup samedi soir, aujourd'hui une captation de France 3. Donc du coup, effectivement, les médias aussi ont eu du coup un intérêt sur cet événement, sur ce qui a été proposé par le CSD de Thoiry. Et je tenais à vous en faire part. Eric, on avait prévu des questions en salle, notamment une question. S'il y a une question sur au moins ces propos d'ouverture, est-ce que vous avez des choses, et on peut peut-être y répondre. Maintenant ou à jamais. Moi j'avais une question, j'aimerais savoir quels sont les points bloquants ou les problématiques que peut rencontrer la fédération aujourd'hui dans ce but d'avoir plus de volontariat et que les casernes et les centres de secours, les SDIS, etc. prennent les devants sur les réseaux sociaux. Ça a été dit, normalement, une des meilleures vitrines pour recruter, mais c'est pas recruter que des pompiers volontaires, c'est aussi recruter des pompiers professionnels, c'est recruter des sapeurs-pompiers. Ça doit être la caserne des sapeurs-pompiers. On a, avec le temps, parfois éloigné les casernes du centre-ville. On a éloigné des cérémonies aussi des centres-villes. Pourquoi ça avait un intérêt ? Parce que ça permettait de voir la population, de dire, tiens, celui qui est habillé en pompier, je le connais, c'est mon boulanger, c'est mon boucher, c'est mon buraliste. Et ça casse l'image un petit peu qui a été évoquée tout à l'heure. Souvent, on parle du pompier de Paris parce que c'est celui qui est mis en image, qui monte à la planche tous les jours, qui fait de la muscule. Sauf que, moi je travaille beaucoup ces jours avec les sapeurs-pompiers allemands. On vient de créer une fédération européenne il y a une quinzaine de jours. Et les sapeurs-pompiers allemands me disent toujours les sapeurs-pompiers sont à l'image de ce qu'est le citoyen. En France, on a un peu plus de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. En Allemagne, c'est 1 million de pompiers volontaires. C'est une autre culture. C'est pas tant le sujet de savoir si c'est des pompiers volontaires ou professionnels. L'histoire des sapeurs-pompiers de France, elle vient des communes. Contrairement à d'autres services qui sont des services étatiques, c'est nos maires qui, par leur pouvoir de police, ont construit des centres de secours progressivement avec du volontariat au début, après de la professionnalisation par des fonctionnaires territoriaux dans les centres à forte activité. Et notre force aujourd'hui, c'est cette complémentarité entre pro et volontaire. Pourquoi ? Parce qu'on est seul service public aujourd'hui présent au plus loin de nos territoires. Dans les réflexions que porte la Fédération en termes de com aujourd'hui, on parle de la caserne du futur. On travaille avec l'Association des maires de France à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos casernes. Souvent, dans une caserne qui est en fond de vallée, par exemple, si je prends mon département, sur lequel il y a 1 voire 2 interventions à l'année, cette caserne, elle est sous-utilisée. Donc on réfléchit avec les élus, avec d'autres partenaires, à comment demain on peut utiliser cette caserne de sapeurs-pompiers. Un exemple, pourquoi pas faire de nos casernes dans le futur un lieu de livraison du médicament. Alors on nous dit oui, mais la sécurisation du médicament, etc. Enfin, nos ambulances aujourd'hui, tous les jours, c'est des petites pharmacies ambulantes.
Donc on travaille sur cette thématique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et il en est l'exemple, aujourd'hui c'est incontournable. Enfin, ma génération, je ne suis pas le seul à avoir des cheveux blancs, j'en ai encore. Et c'était pour certains amis dans la salle qui m'ont taquiné tout à l'heure en arrivant. Plus sérieusement, nous, les réseaux sociaux, c'est pas trop notre truc, mais c'est incontournable aujourd'hui. Si on n'a pas les réseaux sociaux, on atteint moins de personnes. Donc on essaye d'avoir la bonne cible. Parce que, alors, je passerai bien le micro volontiers à un plus grand expert que moi, mais selon si vous êtes sur TikTok, X maintenant, ou d'autres, vous ne visez pas le même public. Et c'est intéressant pour nous, en tous les cas, nous on rebondit. Et il faut savoir rebondir et utiliser les réseaux sociaux parce que on y trouve de tout sur les réseaux sociaux. Ça permet à n'importe qui de pouvoir s'exprimer. Et alors, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe très structurée à la fédération qui s'occupe de ma com. Et aujourd'hui, les SDIS augmentent en compétences leur service de communication. Parce que vous avez raison, on peut tout dire et n'importe quoi. Surtout maintenant avec l'IA, on peut faire des montages et l'intelligence artificielle, on peut faire n'importe quel montage. Donc il faut être prudent, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Donc on est prudent, nous, mais c'est l'avantage d'avoir une équipe qui travaille et qui creuse là-dessus. Mais c'est incontournable aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais aujourd'hui, c'est un outil, et je l'ai dit comme tout à l'heure, c'est un outil parmi tant d'autres. Moi, j'aime bien le contact humain. D'ailleurs, si je suis là ce soir, c'est dans ce but. Et je pense que la preuve que ça fonctionne quand je vois une salle qui est pleine comme ça, c'est que Thoiry, avec son travail, n'a pas mis à côté. Eric a fait du bon travail, mais c'est probablement parce qu'Eric a un peu d'expérience. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre de bougies tout à l'heure sur le gâteau, donc ça trahit un petit peu son âge, mon cher Eric. Donc voilà, mais c'est aussi de pouvoir donner la parole à nos plus jeunes. Et pour moi, je suis très content de voir la relève de demain. C'est pas moi la relève, moi c'est fini. Je suis en fin de mon engagement de sapeur-pompier volontaire. Et c'est pour ça, quand je vois nos jeunes sapeurs-pompiers, on doit aussi aller leur poser la question de savoir quel réseau eux ils utilisent pour communiquer. Moi, j'en sais rien. Donc c'est hyper important d'aller ouvrir à l'ensemble de nos sapeurs-pompiers de la composante sapeurs-pompiers. Que ce soit les pros, les volontaires et les personnels administratifs et techniques. On a parlé de nos anciens. Aujourd'hui, nos anciens, ils sont tous sur les téléphones portables. Moi, je fais presque pas de réunion sans qu'il n'y en ait pas un en permanence en train, je ne parle pas des anciens, je parle de tout le monde, en train de travailler sur leur téléphone. J'ai demandé à la com, à la fédération, d'aller mettre en œuvre une application qui s'appellera La Caserne, justement, pour aller toucher l'ensemble de nos adhérents. L'ensemble des 285 000 adhérents. Parce qu'aujourd'hui, l'application est incontournable et avec la Covid, ça nous a permis d'avoir un effet accélérateur. C'est aussi une des cibles avec cette appli, une appli qui sera évolutive, qui par exemple en période de congrès permet d'aller mettre les plans du congrès, d'aller passer toutes les thématiques et au fur et à mesure de l'année, de la mettre dynamique. C'est aussi une des cibles qu'on est en train de mettre en place à la fédération. Merci Monsieur le Président. Je vous remercie. Du coup, si vous voulez bien retourner en salle, on va passer effectivement à la prochaine séquence. On peut les applaudir. Hein. Merci. Donc effectivement, après avoir dégagé un petit peu la vision institutionnelle, celle des professionnels des réseaux et même des médias, du coup, rapprochons-nous plutôt pour avoir la vision départementale du SDIS et notamment locale, celle en CIS. Et pour cela, je vais appeler à présent à nous rejoindre le contrôleur général Hugues de Rognoncourt, Marc Ridel, SPV du SDIS de Saône-et-Loire, entrepreneur et chercheur en chronobiologie. Merci, si vous voulez bien approcher. Voilà, si vous voulez bien prendre un micro, on va débuter avec vous, monsieur le contrôleur général. Est-ce que vous pouvez du coup nous dire comment le SDIS de l'Ain s'investit dans le développement de son volontariat? Quelles sont les adaptations majeures pour demain pour le SDIS? Alors déjà, ça se voit pas puisqu'il y a beaucoup de monde et déjà, je remercie grande partie de mon équipe de direction qui est là. C'est déjà un signal fort, c'est-à-dire que je suis dans un SDIS, je vais prendre des responsabilités. La force que l'on a, c'est cet équilibre, cette complémentarité, puisque c'est un des axes de notre projet d'établissement, mais
mais c'est cette complémentarité entre nos pros et nos volontaires. Mais c'est la culture de cet esprit et de ce volontariat qui fera qu'on arrivera à remplir toutes nos missions. Donc ça, et le fait que ça a été encore on a beau faire de l'intelligence artificielle, hein, puisqu'on est plutôt un SDIS pionnier en France par rapport à cela. On vient de basculer Nexis avec réussite aujourd'hui, et c'est un long travail, et il y a une partie de l'équipe qui est restée au centre de traitement d'alerte. Mais malgré tout, un des axes de notre séminaire, par exemple, encore la semaine dernière, c'était le développement du volontariat. On se réinterroge en permanence, et on ne gère pas des volontaires il y a 30 ans comme on les gère aujourd'hui, et on ne gère pas un volontaire comme un professionnel. Donc c'est en permanence ce travail qu'il faut qu'on fasse. Donc déjà, c'est la sensibilisation de toutes nos équipes. La deuxième chose que je trouve, et j'ai vu que certains SDIS reprenaient, je crois qu'on a été un des premiers, mais peu importe, et je voudrais remercier Marc qui est à côté de moi, puisqu'on a eu un petit parcours ensemble. On a partagé le même bureau quand il est arrivé en Saône-et-Loire en tant qu'apprenti chercheur. Je n'ai pas dit sorcier, mais chercheur, parce qu'il en reste beaucoup de choses. Il en reste beaucoup de choses dans la profession. Merci à Marc. On a développé ce qu'on appelle l'accompagnement managérial. Et ça, je crois que c'est la principale source de travail, la principale source de recherche, c'est-à-dire accompagner nos chefs de centre. Former un chef de centre professionnel, je dirais, il y a une école, il y a des parcours qualifiants, c'est un peu plus facile. Former un chef de centre volontaire, et quand on leur demande, d'ailleurs quand on veut expliquer ce qu'ils font, on a beaucoup de mal. Chef de centre volontaire aujourd'hui, avec toutes les professions qui sont représentées au niveau de nos volontaires, les différents temps de travail, les différents horaires, les différentes contraintes, c'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Pour autant, certains y arrivent mieux que d'autres. Quand on rentre dans un centre de secours, déjà, on voit si ça marche ou pas. Quand on voit le sourire du chef de centre, on peut imaginer qu'il y a des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a investi. Et ça, c'est énorme. Et puis enfin, cette soirée, elle est montée. Il y a une forme vous avez dit, on a parlé de territorialisation. Il y a toujours cet équilibre qu'il faut qu'on trouve entre l'appartenance au corps départemental et laisser la possibilité à nos territoires de pouvoir s'exprimer. Mais de la même façon, ce soir, on a organisé la soirée, ce film, les liens avec notre union départementale, et Delphine est là, sont aussi importants. Donc, ces liens avec les amicales, c'est avec le centre, ces liens avec la DRG. Donc, je n'essaie pas de vous décrire une situation idéale où ils se disent de là, parce qu'il y a des centres qui fonctionnent moins bien que d'autres. Mais en tout cas, cet exemple à Thoiry, cet accompagnement managérial, ce suivi de la direction, ça, c'est quelque chose auquel on tient. Et qu'on essaye de cultiver et de s'adapter. D'accord. Et Monsieur le contrôleur général, quelle place, quelle importance vous considérez aujourd'hui des réseaux sociaux employés au sein du SDIS de l'Ain pour communiquer effectivement pour tous ces éléments? Est-ce que selon vous, voilà, c'est assez? Est-ce qu'il en faut encore plus? Quelle vision vous avez de tout ça? Je pense qu'il ne faut pas se perdre. Il faut pouvoir cibler. Alors, je suis un très mauvais exemple en termes je crois que mon voisin et ami Jean-Paul est peut-être un peu mieux que moi maintenant, mais en tout cas, au niveau des réseaux sociaux, on passe pas notre journée dessus, ça c'est clair. Pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit s'adapter. Et aujourd'hui, on touche les gens pas par une communication institutionnelle, on les touche par cette communication. Donc, encore une fois, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on a perdu des gens? Est-ce qu'on les a gardés? Est-ce que... quand chaque sapeur-pompier qui rentre au SDIS de l'Ain, on a ce qu'on appelle la journée d'accueil. Et dans cette journée d'accueil, on a une demi-heure, une heure à passer avec le chef de corps ou son adjoint quand il n'est pas là. Et on parle des valeurs. Et parmi ces valeurs, la communication, l'utilisation des réseaux sociaux et l'aspect néfaste que ça peut avoir, et on ferait la même chose avec nos enfants, de toute façon. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, parce que ça peut avoir des effets pour le service, pour l'intégrité des personnes, pour le secret professionnel. Ça peut être plutôt catastrophique. On a des exemples, donc oui, il faut communiquer. Nous avons des services de communication aujourd'hui qui sont peut-être en cours de développement dans certains.
on n'utilise peut-être pas assez, mais le réseau des communicants que Jérémy anime en est un exemple. On communique peut-être pas assez en lien avec les sapeurs-pompiers dans les centres de secours qui ont plein d'idées. Mais par contre, ça devient un incontournable. Et je pense qu'aujourd'hui, on va plus lire la page, les communications du SDIS en termes de réseaux sociaux que d'aller sur notre portail intranet qui pourtant est plutôt bien fait. Merci, monsieur le contrôleur général. Ça fait un petit peu effectivement le lien sur la typologie des sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui en France. Donc, Marc Ridel, qui est avec nous ce soir, a travaillé justement sur ces typologies, ces profils types. Aujourd'hui, voilà, est-ce que les changements sociétaux, environnementaux, géopolitiques impactent et modifient aujourd'hui le volontariat en France selon vous? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Petit mot pour dire que il y a 45 ans, de retour de l'hôpital de la Tour à côté à Genève, je venais m'installer pour mes 2 premières années de vie à Saint-Génie-Pouilly, juste à côté. Donc j'ai une petite émotion en passant au passage. Non, je me souviens de rien, non. Ben voilà. Mais malgré tout, ça évoque des choses pour moi. Donc ça me fait très plaisir d'être présent. Merci de m'avoir invité. Alors je vais commencer avec une citation bourguignonne qui dit « On ne boit pas les étiquettes, on boit le contenu de la bouteille. Et c'est à ça qu'on reconnaît un bon vin et un expert pour la dégustation. » Donc en fait, quand on va faire des étiquetages, quand on va faire des catégories, alors j'apprécie, et Stéphane Chevrier, qui avait fait les premières études Manalares, m'avait dit à l'époque, il m'a dit c'est un premier pas, et une typologie, en fait, ça sert à aller chercher quelque chose en profondeur. Alors aujourd'hui, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder le contenu du volontariat. Qu'est-ce que c'est, comment ça pèse au quotidien. Et eh bien, en fait, je vais vous citer un chiffre. Excusez-moi, on va faire un petit peu de mathématiques. Si l'on multiplie toutes les possibilités de calcul qui sont dues aux contraintes, aux règles, aux typologies différentes des sapeurs-pompiers, la disponibilité, les règles d'engagement, tout ce qui va toucher aux camions, dans quel ordre on les envoie, etc., etc., on aboutit pour un SDIS de catégorie B à peu près 3 quadrillions de combinaisons. Alors ça ne vous parle absolument pas, 3 quadrillions de combinaisons. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est juste 3 fois plus que d'étoiles dénombrables dans l'univers connu. Plus on va chercher à faire de catégories, plus on va multiplier la charge managériale, la charge cognitive, la charge de calcul de nos superbes logiciels nationaux, par exemple Nexis, dont je salue aujourd'hui les ingénieurs parce qu'ils ont réussi une prouesse mathématique et technologique que peu connaissent, parce que peu vont chercher les mathématiques jusqu'à ce niveau-là. Et bien derrière, en fait, on va voir que à chaque fois qu'on va étiqueter quelque chose, à chaque fois qu'on va avoir une catégorie qui se détache, eh bien ça va être une multiplication de ce nombre quasiment astronomique de possibilités. Et ça va être une limite parce qu'en fait, ça va peser très fort sur nos officiers. Alors les chefs de centre en premier lieu, quand vous avez X disponibilité et qu'il faut savoir se rendre nous-mêmes suffisamment disponibles pour pouvoir leur fournir les ressources à chaque heure du jour et de la nuit. Alors, on a les spécialistes du mercredi soir, du vendredi matin. Si vous êtes à la garde postée, ça va plutôt être le week-end qui va être pris à défaut, la grande couronne parisienne ou le pourtour méditerranéen. Si vous êtes à l'astreinte, vous allez voir évidemment la journée et la semaine que c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on va voir aussi qu'il y a des horaires, il y a des portes dans la journée qui vont être extrêmement compliquées, 18h, 22h par exemple. Si je dois mettre des étiquettes sur les choses, je mettrai plutôt des étiquettes sur, aujourd'hui, les événements qui font partir, qui font vriller quelque part un petit peu un engagement, et qui sont dus justement à ces charges-là, d'une part au niveau des managers qui ne peuvent pas gérer autant de combinaisons possibles à l'échelle d'un centre de secours, qui compte déjà 100 pompiers, si vous cherchez le nombre de combinaisons qu'il faut pour mettre dans un VSAV et dans un FPT pour un départ, vous êtes à 3 500 000. Voilà, donc ce sont des fonctions mathématiques usuelles dont la complexité croît le plus vite, c'est la combinatoire. Je tire dans le bon ordre d'un sac des pompiers avec des compétences, le nombre de fois où ils sont déjà sortis en intervention, etc., etc. Donc tout ça en fait va faire qu'on va avoir des officiers qui sont particulièrement exposés et qui ont besoin, beaucoup plus que les autres dans leur engagement, de soutien et d'une rupture de l'isolement. C'est pour ça qu'on avait fait, alors à l'époque je ne mettais pas de maths dessus,
Mais c'est pour ça qu'on avait fait tout ça, tout cet accompagnement managérial, fournir du soutien social à ceux qui fournissent le soutien sur le terrain. Et si on a autant de recrues et autant de départs, la question du départ se pose. La question du départ, c'est la même charge que vous allez avoir à gérer en tant que pompier volontaire dans les différentes combinaisons de votre agenda, entre le moment où il faut aller chercher les enfants à l'école, le moment où il faut être présent avec sa famille, le moment où il faut être présent avec la population. Et à chaque fois, il y a des moments où on doit choisir entre être un bon pompier ou être un bon papa. Et ce sont des choix qui pèsent extrêmement lourd là aussi. Toutes ces combinaisons-là vont aboutir en fait, à une usure systématique. Alors, je ne suis pas un super vendeur là ce soir en matière de contraintes, mais il faut donner cette lisibilité-là. Les études aujourd'hui qu'on peut trouver, et vous en avez de plus en plus sur les horaires atypiques, sont des moments d'ingénierie du temps libre, d'ingénierie du repos, d'ingénierie de la capacité qu'on va avoir à la récréation, recréer. Voilà, l'alternance entre la récréation et le travail, on apprend ça à l'école, c'est enfantin, mais on l'oublie. Voilà, et donc ça aujourd'hui, dans ce qu'on peut trouver en matière de développement du volontariat ou, on va dire, d'attractivité de tous ces métiers, de ceux qui veillent sur nous au quotidien, on a évoqué tout à l'heure un peu la réserve de gendarmerie, c'est la même chose. Quand on est à 3h du matin sur une autoroute, le lendemain matin pour reprendre le travail, pour aller à l'école, parce que le prof il est là à 8h et vous balancera des mathématiques comme si vous étiez pas levé, tout ça, ça va peser extrêmement lourd. Donc plutôt que des étiquettes qui sont statiques, aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ces dynamiques pour lever en fait progressivement les difficultés des chefs de centre, les difficultés des directeurs départementaux qui eux gèrent l'ensemble de la combinatoire de tout truc. Voilà, et à chaque fois il y a quelqu'un qui va dire non mais ici c'est pas pareil, il faut faire pour nous, il faut faire différent. Et ça, en fait, ça va faire exploser aussi tout ça. Donc à tout niveau, les gens sont exposés, il faut en avoir vraiment la vision. Et je trouve que si on s'arrête juste aux petites étiquettes qu'on risque de poser un peu facilement, c'est vrai, ça nous fait rire 5 minutes sur les réseaux sociaux, excusez-nous, mais pour un travail qui est un travail de fond, de confiance, voilà, où les relations, en fait, derrière se construisent avec d'autres éléments, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher la levée de ces contraintes, voilà, plus que des étiquettes. Excusez-moi. Et je termine sur une chose. Le SDIS-17, contrôleur général Marc Caillou vient de faire une étude sur d'où viennent les pompiers recrutés en matière de communication. Allez, vous voulez les résultats ? 75%, c'est du recrutement par un pompier qui trouve que celui-là, il ferait la maille à côté de lui dans le fourgon. 5% par Internet et les réseaux sociaux. Voilà. Qui me corrige, il y a peut-être un 5 ou un 9 où je me suis trompé. 75%. Non, la question c'est quoi ? La question c'est l'activité de sapeur-pompier, c'est un jeu collectif avec une notion de confiance. Quand je fais monter quelqu'un à côté de moi dans le fourgon, j'ai pas envie... vous faites confiance à qui ? Pardon, sauf votre respect, à un influenceur qui a des likes ou à quelqu'un qui tient le coup depuis 20 ans et qui est toujours debout, même s'il bougonne un petit peu. Mais en fait, le modèle de recrutement, est-ce qu'on doit le faire dans l'instantanéité ou est-ce qu'on doit le faire justement dans la durée ? Et là, j'ai un petit hommage à mes anciens et à tous ceux qui sont dans la salle de dire finalement, vous aviez raison. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci messieurs. On a 2 séquences, vous pouvez rester sur scène ou après retourner en salle. On voulait vous faire un focus notamment sur l'organisation du service communication au sein du SDIS. Donc on vous a préparé une petite animation vidéo qu'on va vous proposer et ensuite si vous avez des questions on en reparle.
c'est bien des fois bien plus simple de vous l'expliquer voilà, sous ce format, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont créées au sein de ce service. Il y a encore beaucoup de choses à construire. Mais juste le petit focus que je voulais vous noter, c'est que si vous l'avez constaté, nous ne sommes pas présents sur l'ensemble des réseaux sociaux. Aujourd'hui, si on y va, il faut l'entretenir, il faut l'alimenter. Et donc, du coup, il faut être en capacité de pouvoir produire pour effectivement asseoir, on va dire, un public qui se forme derrière. Et ensuite, est-ce que du coup, c'est la place d'une institution, notamment celle du SDIS de l'Ain, d'aller sur TikTok, d'aller sur Snapchat? Voilà, il faut les alimenter, ces réseaux. Et du coup, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que je me la pose encore, est-ce qu'on doit y aller? Est-ce que c'est pas plus effectivement au réseau d'UD qui est plus proche, voilà, on va dire, du côté local, de le mener? Je sais que l'UD, en tout cas de l'Ain, y a été. Et je pense qu'on est complémentaires dans cette communication, en tout cas. Eric, la main était pour toi, du coup, c'est le transfert. Et du coup, comment vous, à l'échelle locale, vous avez pu mettre en place ces réseaux sociaux et quelle est la finalité aujourd'hui qu'on a pu quand même, du coup, découvrir un petit peu depuis le début? Merci Jérémy. Alors, ça a été dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, ça a un certain pouvoir. Ça peut aussi avoir un certain pouvoir toxique. On sait l'impact que ça peut avoir quand on communique. Et un simple commentaire où on serait un peu trop assertif en le répondant, on peut générer 1000 commentaires qui potentiellement vont à la fois détruire l'image du centre de secours, mais impacter de manière très néfaste l'image du SDIS. Et quand on s'est lancé là-dedans, on avait dès le départ très conscience de ça. On avait ce souhait de prendre une place qu'aujourd'hui d'autres n'avaient pas. On avait aussi le souhait de ne pas faire n'importe quoi. Pas faire n'importe quoi, on a fait quelque chose finalement de bêtement simple. On a repris le fonctionnement de notre fonctionnement opérationnel et on a essayé de déterminer des objectifs et derrière ces objectifs de fixer des idées de manœuvre. Cette réflexion, elle a eu lieu avec le chef de centre, elle a eu lieu avec des jeunes dans la caserne, pour pouvoir avoir à la fois la créativité des jeunes qu'on a peut-être un petit peu moins. Je garde en tête la première vidéo que j'ai malheureusement réalisée tout seul et qui a été un véritable désastre quand mes enfants l'ont regardée. Moi, je la trouvais très bien. Mais voilà, pour autant, ça reste pas nos outils habituels et on doit s'appuyer autour des jeunes. Pour autant, il faut des anciens, un peu plus anciens. Alors, Pierre-Emmanuel, mon adjoint, est moins ancien que moi. Mais finalement, ça fait une belle combinaison entre voilà, la créativité et puis la maîtrise de cette créativité pour la rendre bénéfique, la potentialiser et pas en faire un outil de destruction. Dans ces idées de manœuvre, on a voulu absolument créer un écusson. On a voulu avoir une identité graphique. On n'a pas lancé quoi que ce soit tant qu'on n'avait pas fait cette identité graphique. Et ensuite, on a fait le choix, on l'a dit tout à l'heure, un peu disruptif, de faire des contenus attractifs. Parce que dans ces discussions-là, on s'est bien rendu compte que la communication uniquement fonctionnelle, institutionnelle, elle est certes nécessaire, mais elle ne suscite pas énormément d'interactions, malheureusement, je dirais. Les gens s'intéressent, et c'est un fait, beaucoup plus à des outils de communication qui sont humoristiques ou parfois très en marge que des communications institutionnelles. Donc on a fait ce choix de créer des contenus attractifs pour élargir la base des gens qui nous suivaient et ça a plutôt bien fonctionné. Dans ces autres objectifs, évidemment, on avait le choix de créer des contenus pédagogiques. On ne voulait pas faire que des choses pour faire rigoler tout le monde. On voulait élargir cette base et faire en sorte qu'une fois que la base est là, on puisse lui communiquer des messages de prévention, lui communiquer des messages de secourisme et à ce moment-là, relayer les communications institutionnelles, fonctionnelles. Typiquement, les alertes météo, aujourd'hui, quand on fait une story sur les pompiers de Thoiry et qu'on fait une alerte météo, qu'on la reproduit, on fait 5000, 6000, 7000 connexions sur une story. Et donc, du coup, on a cette efficacité-là et ça vient pas nuire à l'algorithme qui analyse notre page en continu. Un autre axe qu'on a souhaité développer, c'est pas communiquer uniquement à l'extérieur, mais c'est aussi communiquer pour nous. Et ça a été dit un petit peu tout à l'heure aussi. Quand on communique, on avait cet objectif d'élargir la base de notre recrutement et je vous en montrerai 2-3 résultats après. On a aussi ce souhait à Thoiry de vivre collectivement et d'essayer de bien vivre ensemble. Et pour bien vivre ensemble, il faut d'abord se respecter, il faut s'écouter
il faut aussi se valoriser. Et donc on a aussi fait ce choix de mettre en avant un jeune qui venait de réussir une formation, quelqu'un qui avait réussi un grade, des JSP qui venaient de gagner un concours, et des choses qui sont des choses de bêtement simples de la vie qu'on a tendance à célébrer dans la vie courante, nos vies personnelles, et qu'on a parfois plus de difficultés à mettre en avant dans les systèmes un peu plus institutionnalisés où parfois on prend ça pour de la flagornerie de vouloir se mettre en avant, de s'afficher dans la lumière. Pour autant, ça a quand même des effets bénéfiques, qu'on le veuille ou non. Et à la fin, on a créé un groupe WhatsApp de communication pour pouvoir inclure de plus en plus de monde dans ce qu'on a voulu faire. En termes d'exécution, je vais passer très rapidement. La première chose fondatrice, c'était de laisser le libre choix à chacun de s'impliquer ou non. On peut avoir une affinité particulière aux réseaux sociaux, on peut en avoir pas du tout. Et c'est le cas aussi à Thoiry. J'en ai quelques-uns qui effectivement ne sont pas fans du tout de ça et c'est tout à fait respectable, on le comprend aussi. C'est pas un outil pour exclure, c'est un outil pour inclure. Donc heureusement qu'on respecte ceux qui ne sont pas forcément fans de l'idée. On a fait le choix de s'adapter au code des réseaux sociaux en publiant régulièrement, 2 fois par semaine, sur les 3 réseaux sociaux. Pour toucher aussi, on en a parlé un peu de la démographie, de la typologie des gens qui suivent. Elle est très différente selon qu'on est sur TikTok, Instagram, Facebook. On va toucher des tranches d'âge différentes et en étant sur tous les réseaux, finalement, à coût constant, parce qu'on fabrique qu'une fois la vidéo, on la diffuse à tous les publics. On a utilisé un peu les matériels de chacun. On n'a pas véritablement alloué de budget à ce fonctionnement des réseaux sociaux, si ce n'est en termes de production pour la saison 2, parce que ça a été un tout petit peu plus cher, Annabelle et Sabrina, quand même, il faut se le dire. Et là, je fais juste un détour là-dessus pour dire à quel point une amicale dans un centre, c'est fondateur et c'est important. Ce projet-là, aujourd'hui, si on n'avait pas une amicale mature, une amicale qui s'entend bien avec la chefferie du centre, qui arrive à prendre des décisions avec suffisamment d'autonomie, mais suffisamment de relationnel pour pouvoir assumer chacun notre rôle, mais pouvoir autant s'écouter. Ce projet-là, aujourd'hui, il n'aurait pas vu le jour parce que le chef de centre, dans ses poches, il n'a pas grand-chose finalement. Il a des outils pour essayer de convaincre, mais le budget du SDIS, il n'a pas forcément vocation à être alloué à mettre 5 ou 6 000 euros dans une série ou plus. Et ensuite, on a créé un dossier de presse. Jonathan, qui est dans la salle, a créé ce dossier de presse. Pourquoi ? Pour valoriser, en fait, chaque fois qu'on avait des médias qui nous contactaient, tout simplement. Avoir quelque chose de prêt à l'emploi. Sur le plan du commandement, certains y reconnaîtront le SOIEC. Sur le plan du commandement, on a créé un groupe de modérateurs afin de contrôler ces publications. Le chef de centre, son adjoint et le responsable communication. Rien n'est publié sur nos réseaux si les 3 ne sont pas d'accord. C'est la ligne rouge qu'on s'est donnée comme règle de fonctionnement, qui finalement, avec du recul, fonctionne plutôt très bien parce qu'elle permet de faire la courbe moyenne, la courbe médiane de nos prises de décision entre peut-être un chef de centre avec une créativité surdéveloppée qui aurait pris un peu trop de risques et un adjoint qui est beaucoup plus structuré et analytique que moi et qui parfois m'a mis l'alarme en me disant là tu vas quand même un peu trop loin, il faudrait peut-être pas le faire, et il avait bien raison de me modérer à ce moment-là. Donc ce schéma il fonctionne bien. Pas de publication sur l'opérationnel, ça c'est la ligne rouge qu'on se tient depuis le départ. Il est hors de question d'aller exporter ces réseaux sociaux sur l'opérationnel où là les gens, c'est pas la vocation d'aller mettre une caméra au milieu d'une réponse opérationnelle. Donc c'est une ligne rouge absolue, infranchissable, et que tout le monde doit suivre avec rigueur. Quelques publications qui sont un peu finalement l'exemple de ce qu'on fait en termes de valorisation. Celle de droite étant la photo qu'on a fait pour valoriser la journée internationale du droit des femmes. Et puis quand on peut le faire sur la fête des mères, on valorise aussi les mamans parce que les mamans ou les épouses subissent ça au quotidien. Et finalement c'est une contrainte pour elles aussi de voir le mari, le fils partir en intervention. C'est générateur de stress, de désorganisation aussi. On valorise les civils aussi qui nous accompagnent, et il est dans la salle, Patrick, donc je voudrais le saluer. Il a donné beaucoup de son temps, il a donné 10 ans de son temps, et bien au-delà de l'engagement de JSP de son fils, à la section des jeunes sapeurs-pompiers de Thoiry, et je pense que c'est extrêmement louable aussi d'avoir ces engagements-là, et c'est très précieux d'avoir des gens qui nous accompagnent et qui pourtant n'ont pas la tenue. Dernière chose, nos JSP, parce que c'est notre cœur de recrutement aussi. En termes de retombées, alors elles ne sont pas tout à fait à jour, mais ça permet de parler de la suite. Sur 12 engagements, il y en a 7 qui sont issus des actions de communication. Certains sont allés jusqu'à déménager. Certains se sont implantés dans le pays de Gex en étant précautionneux sur le choix de leur lieu de domicile, pour être sûr de rentrer à Thoiry.
Et puis on a un exemple sur l'avant gauche de la scène là où finalement on a réussi à le faire déménager d'une zone très ensoleillée vauclusienne pour trouver un job en Suisse et rentrer à Thoiry. On lui avait promis il y a 1 an, c'est chose faite aujourd'hui, il est avec nous. Une forte mobilisation des SP en termes de retombées, un resserrement des liens entre eux. Alors ouais, on peut parler avec des gros mots, soft management, mais oui, c'est d'autres manières d'aborder les choses et de faire du collectif. On a renforcé des compétences métiers parce que quand on fait une vidéo pédagogique, on sait à quel point la valeur de jugement de ce qui a été fait, dit, écrit, prononcé peut être extrêmement dure au sein de notre corporation. On a parfois des maladies auto-immunes qui sont plus sévères que les gens qui ne sont pas de la corporation. Donc on s'attache aussi à faire les choses bien pour éviter cette maladie auto-immune qui est très destructrice et qui n'a que peu de médicaments. On a développé des compétences nouvelles en termes de prise de vue, de montage, de prise de parole. Vous me direz, ça sert à quoi ? Ça sert, par exemple, aujourd'hui à la DJSP, à l'Association départementale des jeunes sapeurs-pompiers, puisqu'un des pompiers de chez nous participe à la communication de l'AD. On développe des choses là. Et puis la prise de parole. Quand on prépare l'oral du baccalauréat et qu'on est rentré à 17 ans chez les pompiers, prendre la parole devant une caméra et s'exposer face aux autres, hein, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux comme média training que celui-là ? À la fin, on a eu de nombreux messages d'encouragement. Alors là aussi, hein, difficile à valoriser ça, mais ça fait partie du bien-être et du bien-vivre. Et puis, on a un peu monétisé nos contenus sur Facebook. C'était définitivement pas notre objectif de faire de l'argent avec ça. Mais finalement, on a franchi des seuils qui font qu'aujourd'hui, quand on fait une diffusion, on est rémunéré pour le faire. Donc on en est très heureux, mais ce n'est pas l'objectif premier qu'on poursuivait avec tout ça. Et il faut payer l'équipe qui nous a quand même bien coûté cher. Pour aller vers la fin de ma présentation, nos succès, alors on a parlé de Thoiry Style juste précédemment, on a fait, je n'ai pas mis à jour les chiffres, mais on est plutôt entre 3,5 millions et 4 millions de vues avec cette série. Donc ça a généré beaucoup d'impact. Globalement sur nos réseaux sociaux, on impacte environ 1 million à 1,5 million de comptes par mois sur l'ensemble des réseaux. Donc on a une portée de notre message qui est finalement assez développée et qui est assez stable aussi puisque ça fait plus d'1 an que ça dure. La publication qui nous a fait le plus réussir de nombre de vues, on peut parler de record, Alice est dans la salle d'ailleurs, merci à Alice pour son investissement. Une vidéo qui a cumulé 5 millions de vues, 5 millions 6, qu'on a remis il y a quelques mois et qui a refait de nouveau 5 millions de vues. Donc on est à plus de 10 millions de vues avec cette vidéo. Alice, tu es une star. Pour finir, aujourd'hui, là on est sur des chiffres qui dataient du mois de février, si je me souviens bien. On est plus de 70 000 followers, plus de 70 000 personnes sont abonnées directement à nos comptes et nous suivent au quotidien. Quelques mots pour conclure. On souhaite être une vitrine du volontariat. Alors, prenez pas ce mot-là comme une volonté de mettre tout dans la lumière et d'être dans la flagornerie. On a cette volonté, ce souhait, en fait, de porter ce message bien au-delà de ce qu'on fait pour nous. On souhaite le porter, finalement, de manière beaucoup plus large. Ce n'était pas forcément notre toute première idée. Ça l'est devenu après, quand on a vu que le succès est venu. On s'est dit, alors à ce moment-là, pourquoi pas porter un message plus large ? Et surtout, casser, désacraliser cette image d'Épinal, on en a parlé un peu tout à l'heure aussi de l'image d'Épinal, du pompier de Paris qui fait 1m90, 95 kg de muscles, qui monte à l'échelle accrochée au 6e étage et qui sauve 3 personnes sur son dos. Oui, c'est déjà arrivé, enfin moi ça m'est pas arrivé, j'en serais de toute façon plus capable aujourd'hui. Non, la réalité du quotidien, c'est que ça c'est la part congrue de ce qu'on fait et c'est effectivement ce qui brille, ce qui est joli à mettre en image. C'est un joli mode de communication, ça fait des belles photos et de belles vidéos. Pour autant, c'est pas la réalité. Et quand on fait rentrer les gens sur un mauvais postulat, il ne faut pas s'étonner derrière qu'ils se tirent parce qu'au bout de 6 mois, ils estiment qu'on leur a menti sur quelle était la nature de leur engagement. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est de désacraliser l'image, de casser un peu cette image d'Épinal. C'est ce qui nous en apporte parfois beaucoup de crédit, comme on l'avait bien dit, monsieur le contrôleur général. Mais en fait, on va assumer ça et on va assumer qu'on va montrer une image vraie de ce qui se passe vraiment dans la caserne, de comment on vit ensemble. Et ça attirera peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, ça permet de faciliter ce passage de j'ouvre la porte et j'ai plus peur de franchir parce que j'ai un peu trop d'idées préconçues qui font que je ne suis pas capable de faire ça. Voilà. Donc c'était un peu notre idée. Et on aime à dire que c'est une caserne familiale parmi les grandes. Voilà. Merci à tous.
Merci mon capitaine. Je vais vous laisser la parole parce qu'effectivement on avait normalement la présence de quelqu'un qui a continué son engagement, en tout cas est revenu dans son engagement de sapeur-pompier volontaire, mais malheureusement pour des contraintes personnelles elle n'a pas pu être là. Mais on souhaitait quand même témoigner de son engagement. Et Eric, tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, je vais vous en dire un mot parce que c'est un témoignage qu'on a eu sur un live TikTok d'une jeune femme d'une quarantaine d'années qui a souhaité intervenir sur un live pour nous dire merci. Pourquoi elle nous a dit merci? Parce qu'elle avait regardé un live dans le mois de janvier où on avait expliqué assez simplement sur un réseau comme TikTok qu'un décret était sorti le 3 décembre 2024 et que dans ce décret il y avait au 4 décembre 2024, merci président, qui nous expliquait qu'il y avait un certain nombre de dispositions qui facilitaient le retour des sapeurs-pompiers volontaires à une activité parce qu'on enlevait un petit peu des freins liés à un arrêt de plus de 5 ans. Elle a entendu ce live, elle est retournée voir son chef de centre duquel elle avait quitté le centre depuis plusieurs années, elle lui en a parlé, il n'était pas au courant, il s'est renseigné. Il a effectivement confirmé ce qu'elle avait entendu sur le live et le 15 mars, elle est revenue comme sapeur-pompier volontaire. Donc on a trouvé, nous, que c'était le plus bel exemple pour dire, voilà, finalement, le message, il porte un tout petit peu plus loin. Et on aurait aimé la faire intervenir, malheureusement, elle a eu un problème de santé assez grave dans son cadre familial, ça, elle n'a pas pu se déplacer et pourtant, elle avait vraiment prévu de venir. Voilà, donc on a plein d'autres exemples comme ça, de gens qui nous écrivent assez régulièrement pour nous remercier parce qu'ils ont ils ont osé franchir le pas en fait. Voilà, on a un peu cassé cette barrière qui semble des fois infranchissable quand on rentre dans un centre de secours et qu'on débarque avec des gens pleins de galons, des tenues, voilà. D'accord, merci. Et plus particulièrement pour votre centre, Thoiry, est-ce qu'il y a encore des recrutements en cours, des gens qui vous ont suivi et du coup ça a suscité de nouvelles vocations? Oui, ça a suscité de nouvelles vocations et on a cette chance à Thoiry qu'aujourd'hui on arrive à tenir un effectif à 54-55 sapeurs-pompiers et que malgré les difficultés d'un secteur comme le Pays de Gex qui a tendance à cumuler un peu tous les problèmes, en tout cas si je le mets au prisme d'un pompier volontaire qui s'engage, une zone qui financièrement est quand même difficile à tenir et qui parfois impose à des jeunes d'aller s'installer plus loin. Des études scolaires, universitaires qu'on est obligé de faire soit sur la plaque genevoise, soit à Lyon, soit à Paris parce que rien n'est présent sur place. Quand on accumule tout ça et qu'on trouve un premier travail, la moitié du temps on est un pendulaire qui va travailler soit plus loin ailleurs dans le Pays de Gex, soit en Suisse et on n'est pas sur la commune. Si on additionne tout ça, ça commence à faire beaucoup pour garder et stabiliser un effectif et aujourd'hui on a cette chance d'arriver à compenser largement les départs par des arrivées qui sont une fois quelqu'un de jeune qui découvre et qui est vraiment au point de départ, quelquefois quelqu'un de plus ancien qui avait une connexion avec les pompiers, comme le disait Marc Ridel, on en a quelques-uns effectivement qui viennent ou qui y reviennent. Et puis on a ces JSP qui sont là avec nous et qui font aussi une bonne partie du réservoir et c'est un élément clé dans le fonctionnement d'une caserne. Il y a l'amicale. Parce que c'est le ciment dans les casernes, mais il y a aussi les JSP parce que c'est le creuset de recrutement et c'est l'avenir qui est face à nous. Donc voilà, nous on a cette chance d'être bien au niveau des RH. Les réseaux sociaux, ils sont forcément pour une partie, peut-être pas que, mais en tout cas, voilà, on essaye de bien vivre ensemble et les réseaux sociaux participent de ça aussi. Eh bien merci, merci pour vos éclairages. Est-ce qu'il y a des questions en salle? On a encore un petit peu le temps pour faire une question. Est-ce que je peux bien sûr ajouter quelque chose? Je voudrais vous féliciter pour la qualité du travail, qui est un travail de célébration de la communauté. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans ce que vous avez dit, de ce que vous avez montré, déjà, c'est le résultat, c'est de voir que vous arrivez à mobiliser des gens. Ça, c'est un fait. Et c'est surtout, derrière, d'avoir donné, en fait, un projet et quelque chose qui permet de fonctionner avec un collectif, de retrouver la place un petit peu de tout le monde à l'intérieur. Et en fait, il y a 3 éléments, et je trouve que c'est 3 éléments qu'on retrouve dans tous les projets qui fonctionnent. Le premier, c'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Est-ce que ça répond aux problèmes? Donc un problème, quand on est pompier, c'est un sport d'équipe qui se pratique à plusieurs, même des fois sur plusieurs départements. Donc ça, c'est une première chose, ça y répond. Deuxième chose, c'est est-ce que c'est solide? Est-ce que ça dure dans le temps? Parce qu'un engagement, ça doit être tenable. Combien d'années il faut pour faire un sous-officier? Une dizaine d'années à peu près, voire plus si on parle d'un sous-officier expérimenté. Donc ça aussi, c'est quelque chose, on voit vous projeter justement ça dans une relation transgénérationnelle et derrière,
eh bien en fait le résultat de votre travail, c'est l'ornementation, c'est le beau. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir, en tout cas dans votre projet, réunir les trois sous la bannière des réseaux sociaux. Vous avez compris que j'étais sceptique, mais en tout cas, le projet en lui-même, voilà, c'est ça, plus que le réseau social qui est pour moi un prétexte. Mais vous avez réussi à faire ça et je pense que ça derrière, les trois ensemble font que effectivement ça s'inscrit dans une communauté d'aujourd'hui et qu'il est bon de voir célébrer à ce moment-là en public. Et je pense que ça doit tous vous rendre, toutes et toutes vous rendre fiers de pouvoir faire ça ensemble. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a une question en salle? Non? Eh bien, on passe à la suite. Du coup, merci messieurs. Bon, merci pour ces explications, ces points de vue. Effectivement, que nous espérons changeront peut-être les a priori de certains qui pourraient avoir sur ces outils. Ces échanges sont aussi un point d'alerte sur la vigilance à adopter face à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et enfin, j'espère qu'ils seront source d'inspiration à les utiliser davantage. On va passer à la séquence 3, dernière séquence. Et pour aller plus loin, encore plus loin, la série Tourist Style, saison 2, c'est qui nous rassemble ici tous ce soir. Et pour cela, et avant de lancer la projection, j'invite les réalisatrices, donc du coup Annabelle Iaïch et Sabrina Deliba, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir et merci à vous. Donc on va... Oui, bah... Eric, si tu veux bien accompagner. Je viens, du moment qu'on retourne pas 4 fois la scène, je viens. Bien Annabelle, vous êtes réalisatrice, scénariste et vous nourrissez vos inspirations cinématographiques en filmant des histoires qui donnent du sens aux défis d'aujourd'hui et explorent les rêves de demain. Vous êtes une passionnée de la communication stratégique et de l'innovation sociale. Quels ont été vos projets avant cette web-série et y a-t-il un lien avec vos anciens projets et Thoiry? Bonsoir à tous, merci beaucoup pour toute la première partie qui était extrêmement intéressante. Toutes mes excuses pour le petit moment de latence où j'étais pas là. Le tout premier projet que j'ai fait, mon tout premier court-métrage, Les Dragons n'ont pas de poils, parle de la perte de sens et de l'épuisement opérationnel chez les sapeurs-pompiers. Quel plaisir d'être dans le 10-01 parce que la première fois que j'ai mis les pieds dans une caserne de pompiers, c'était ici. Je connaissais pas du tout l'univers des sapeurs-pompiers avant de mettre les pieds pour la première fois dans une caserne. Et petit à petit, j'ai découvert qu'en effet, derrière l'uniforme, c'est un peu cliché, mais il y a des hommes avec tout ce que ça représente. Il y a un collectif avec tout ce que ça représente. Et j'avais envie de pouvoir en parler, j'avais envie de pouvoir agir et de mettre des choses en place. Donc on a créé ce court-métrage et à l'issue, on a mis pas mal de choses... Voilà, des conférences, des choses comme ça, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est surtout là pour parler de la suite. On a pu se rencontrer avec Eric dans une rencontre assez rigolote parce que je me suis assise à côté de lui lors d'une conférence où je venais présenter les dragons justement et je lui ai dit mais vous êtes le chef de centre de Thoiry et il m'a dit oui c'est moi, comme une grande star qu'il est, sans savoir qui j'étais du coup à côté et à l'issue quand j'ai présenté... oui, elles sont pas tentées, hein, ça marche pas là. Et à l'issue, à la fin de la projection des dragons et de la conférence qu'on avait pu mener, il est venu me voir en me disant félicitations pour ce travail. Et moi, je lui ai dit si jamais un jour vous avez envie de faire une saison 2, parce que j'avais déjà pu regarder la saison 1, j'étais une fervente fan de vos réseaux sociaux, j'étais abonnée déjà, Eric, tu vois. Oui. Et n'hésitez pas à m'appeler, ce sera avec un grand plaisir que je vous tendrai la main et qu'on fera ça ensemble. Et il a bien entendu le message puisqu'on est là ce soir, donc voilà. Merci. Et du coup, comment avez-vous pu mettre ce projet un petit peu fou en place? Comment il a été fait? Alors... Comment on a fait? Je me pose encore la question. T'as une réponse, Eric? Non, j'ai pas de réponse. La seule chose, en fait, on s'est posé ces questions une fois qu'on avait verrouillé l'idée qu'on allait le faire quoi qu'il arrive, malgré les difficultés. On a réuni deux mondes qui sont différents, avec des champs de compétences qui sont différents, mais des valeurs qui sont communes. Et
tout l'enjeu, ça a été de créer cet amalgame, hein. Au-delà du montage projet, des actions, on va dire, des DTA, comme on dirait dans le métier. C'était plutôt de trouver le chemin, en fait, pour être sûr qu'on arrive à le faire et à le bâtir. Et ça a été énormément d'investissement, autant d'un côté que de l'autre. Dire comment on y est arrivé, je sais pas. C'était un truc un peu fou, en fait. Ça paraissait tellement infaisable de le faire si gros que voilà, finalement, c'est peut-être ça qui nous a pas inquiétés. Hein. Ouais, je tiens à dire qu'on a fini hier quand même. Hein. Ouais, le dernier visionnage hier. Et puis surtout pour expliquer le processus et qu'on allait étape par étape, parce que si on annonçait un SDIS l'ampleur d'une production signée, parce qu'on l'a fait dans ces conditions-là, personne n'aurait signé, c'est trop big si on prend tout le projet. Et donc en allant d'abord sur l'écriture, puis rassembler des acteurs et des actrices, puis un lieu de tournage, ça a décompensé un peu la pression de toute la logistique d'un tournage en fait. D'accord. Et du coup, dans votre scénario ou dans la production, vous avez été complémentaires du coup en tant que réalisatrice toutes les deux ? Oui, absolument. Annabelle m'a appelée assez vite après avoir été choisie pour réaliser, initialement seule. On s'était rencontrés un mois auparavant sur un tournage. On n'était pas du tout au poste de réalisatrice. Et puis finalement, elle a décelé avant moi mon désir de réal. Et elle m'appelle fin juin pour me dire voilà, il y a ce projet, c'est une mini-série. Est-ce qu'on ne se retrouverait pas pour écrire ? Donc on s'est enfermé chez moi et on a écrit ces fameux 10 épisodes de 2 minutes 30 environ. On est parti sur une base de portraits avec des pompiers qui ont des prénoms pour les identifier, parce que c'est des humains avant d'être des pompiers. Et puis des grades différents aussi pour expliquer aux civils, moi qui ne connaissais rien du tout au monde des pompiers, ce qu'il en est des enjeux selon les grades. Et voilà, c'est parti comme ça. Et la réal, on était très complémentaires aussi. Annabelle qui a la casquette pompier et réal, et moi qui a aussi une profession dans le cinéma et une connaissance des plateaux. Ça nous a été très utile de réunir ces compétences et c'était très complémentaire pour tout. Je crois que c'était hyper important d'avoir quelqu'un qui n'était pas du tout du milieu des pompiers, parce que c'est vrai que depuis 2 ans, bientôt 3, j'ai vraiment la tête dedans. C'est toutes mes semaines, c'est tout le temps. Et d'avoir quelqu'un qui me pose des questions toutes bêtes comme oui, mais c'est quoi ton VSAV là ? Ça m'a aussi aidé à me remettre dans la perspective que cette série, on veut que toutes les personnes qui la regardent puissent la comprendre. Et c'est pour ça que sur ce projet, on a été extrêmement complémentaires en ce sens. Et juste, je rebondis sur ce qu'Eric a dit au niveau du milieu du cinéma et du milieu de sapeurs-pompiers qui sont très différents et en fait, en réalité, extrêmement, absolument les mêmes. Je crois que en m'attaquant à ce qui se passe dans le milieu des sapeurs-pompiers, ce collectif, etc., je m'attaquais aussi peut-être à quelque chose qui me dérange dans mon milieu à moi, le cinéma. Le collectif, c'est pas quelque chose qu'on sait extrêmement bien faire non plus. On est facilement en train de se tirer dans les pattes, on est facilement en train de chercher à qui la faute, comment, etc. Je dis pas ça pour vous, Monsieur le Président Joël. Je parle du milieu du cinéma, là. Voilà, et c'était aussi j'ai décelé aussi chez nous, hein, dans notre métier, qui est un métier fait que d'humains et de relations les uns envers les autres dans des conditions extrêmes. Alors on ne sauve pas des vies, mais quand on fait des journées de 10-15 heures, des fois de tournage, avec un épuisement conséquent, et Monsieur le contrôleur général y a goûté, on a franchement parfois du mal à garder nos nerfs en place. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment pas mal de choses à partager sur le côté cohésion, équipe, comment est-ce qu'on se soude autour d'un projet. Hein. Oui, il a juste fallu mentir sur le nombre d'heures de tournage est prévu pour arriver à voir tout le monde. On avait juste du retard. Non, moi j'aurais, d'un mot, j'aurai l'occasion de le dire après la projection, mais avant, je voudrais quand même rendre hommage au travail qu'elles ont fait toutes les deux. De réalisation, ça a été un travail absolument titanesque. Il y a un travail aussi absolument titanesque qui a été réalisé depuis en post-production. Voilà, je pense qu'il ne faut pas compter les semaines et les mois avec lesquels ça a duré. Il y a toute une équipe derrière qui s'est mobilisée aussi. Ils sont malheureusement pas pu venir tous aujourd'hui, mais on avait sur le plateau 18 techniciens qui étaient là, au service de la cause des sapeurs-pompiers. En plus des 20 ou 30 pompiers qui étaient là pour tourner et donner encore une fois un peu plus de temps bénévolement là. Donc on s'est retrouvés
un dimanche matin, quasiment 100 sur le plateau de tournage entre les figurants, les pompiers, les techniciens, tout ça pour sortir 2 minutes 30 de film. Mais quelle 2 minutes 30 Ça fait 2 minutes 30 empreintes d'émotion et qui transmettent voilà, un vrai message et des valeurs. Donc un immense merci pour tout ça, parce que impossible de le faire nous sans cet aspect technique, sans cette vision que vous avez eue, au-delà simplement de la compétence technique. Hein. Vous avez su transmettre votre vision du projet, vous avez su la défendre bec et ongle, parfois au détriment de mon rôle d'organisateur de tout ça, qui a dû jouer à l'équilibriste comme je le fais tous les jours en tant que chef de centre, mais heureusement j'y prends du plaisir, pour qu'à la fin on aboutisse. Voilà, simplement on aboutisse, et moi mon seul souhait c'est que j'espère que ça vous plaira, et que voilà, tout l'effort qu'on a pu y mettre tous ensemble, ben, ça montrera un résultat qui est à la hauteur. On a vraiment créé un joli pont entre nos deux mondes, je crois. L'audiovisuel aujourd'hui, c'est vraiment un entre-soi, et il faut que nous-mêmes on se remette en lien avec le monde, avec ce qui nous entoure, avec les gens qui vivent les choses qu'on écrit dans nos histoires. Et bah voilà, là ça a été vraiment un immense plaisir et un immense cadeau en fait de faire ce projet avec vous, parce que on ne pouvait pas être au plus juste qu'en faisant jouer des pompiers. Et en même temps, c'était un vrai défi pour nous de diriger des acteurs qui ne sont pas professionnels et qui pourtant jouent divinement bien, parce qu'ils ne jouent pas, ils ne font qu'interpréter qui ils sont, ce que leur vie est. Et ça a été une très belle leçon pour nous, et ça donne encore plus envie d'aller dans ce genre de production, ce genre de projet, et de s'investir au plus près de la réalité pour nos fictions. Et merci, je crois qu'on peut les applaudir. Eric, est-ce que tu veux faire avant la diffusion, bien sûr, qui va arriver, est-ce que tu veux faire le parallèle, du coup, sur les échéances qui sont prévues en termes de diffusion, notamment pour les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux? Oui. Parce qu'on a parlé alors Sabrina a évoqué l'idée des portraits. Juste pour une petite clé de lecture de ce que vous allez voir ce soir, c'était vraiment hyper important de montrer que derrière l'engagement d'un sapeur-pompier, il y a en effet les missions. C'est ce qu'on connaît tous en tant que civil, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. L'engagement, il est bien plus vaste que ça. L'engagement, il est dans l'entretien de la caserne, dans l'entretien des véhicules, dans la vérif constante que tout est opérationnel pour pouvoir partir justement. Il est aussi dans le collectif, il est dans le sport, il est dans nos familles qui s'engagent à nos côtés. Et c'est ce qu'on voulait montrer, parce que aujourd'hui, quand on rentre dans une caserne de pompiers, on ne s'attend pas le matin à devoir faire les TIG, on ne s'attend pas à devoir manœuvrer pendant 2 heures et puis après aller au sport. Et c'est vraiment la globalité. Moi, je trouve ça fou, les gens qui s'engagent et qui sont prêts en plus de leur journée de travail, à fournir tout ça, à donner tous ces efforts pour, au moment de l'intervention, au moment où on a besoin d'eux, être au meilleur de leur capacité. Et c'est ce qu'on voulait vraiment valoriser, en fait. C'est tout ce lien. Et puis, c'était aussi tout le lien humain qu'il y a entre eux, la bienveillance, comment ce groupe ensemble se fait avancer, se fait grandir. On voulait vraiment, vraiment remettre au cœur du sujet, non pas les interventions, mais tout ce qui permet de partir en intervention. Un dernier mot de mon côté, j'aurai l'occasion de remercier un petit peu tout le monde juste après, mais je voudrais être sûr de ne pas oublier, parmi ce groupe de gens qui ont tourné, il y a aussi des civils. Et on a notamment dans la salle Maëlys qui est avec nous, qui nous a fait la joie d'accepter le rôle. Guy Maëlys n'est pas pompier. Maëlys nous suivait sur les réseaux, un petit peu comme Eléa aussi, qui est dans la salle et qu'on a invité ce soir parce qu'elle nous suit de manière extrêmement régulière. Et on a voulu lui offrir cette opportunité en fait de jouer ce rôle de la jeune pompier qui rentre dans un milieu qui parfois est un peu effrayant, où on vit beaucoup de contraintes, beaucoup de choses. Et voilà, on peut nous de notre côté, d'anciens qui sont là depuis 30 ans, pas trop s'en rendre compte. Pour autant, ça reste une réalité. Donc c'est ce qu'on a voulu montrer. Et elle a extrêmement bien joué ce rôle-là. Je crois qu'il ne pouvait pas y avoir plus juste que quelqu'un qui finalement n'était pas vraiment dans le milieu à jouer ce rôle-là et l'a aussi bien interprété. Donc moi je voudrais qu'on lui fasse une ovation parce qu'elle a été exceptionnelle. Et
Et tu voulais rajouter quelque chose? Et du coup, je me permets juste de rebondir sur ce que Marc Ridel a dit tout à l'heure au sujet des réseaux sociaux et du fait qu'on va plus rentrer dans une caserne parce que nos collègues, notre ami ou notre voisin nous en parlent que parce que ce qu'on voit sur Internet. Aujourd'hui, la communication qui est faite chez les pompiers, c'est en effet une mise en lumière, mais c'est une mise en lumière sur une muraille en fait. On n'est pas encore, il n'y a pas la porte ouverte. Pendant 2 ans, j'ai été bercée dans ce milieu et pourtant, le jour où j'ai pris mon engagement de sapeur-pompier volontaire, il y a bientôt 1 an, j'étais terrorisée à l'idée de prendre ma première garde. Vraiment, j'étais extrêmement stressée. Les premiers VSAV, c'était extrêmement stressant. Et du coup, vraiment, on a voulu remettre tous ces enjeux. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment déconstruire cette barrière qu'il y a encore aujourd'hui pour entrer chez sapeur-pompier. Donc vous allez enfin pouvoir la voir, cette série. On y arrive, hein, parce que là, on a fait teasing quand même, on a quand même fait bien monter le truc. Juste un mot. Pardon ? Vous avez tenu la première partie, donc vous avez droit au résultat. Juste d'un mot pour la diffusion. Vous avez cette chance, et puis on vous en remercie d'être là avec nous, de pouvoir visionner la série. Vous allez la voir dans son intégralité. Elle a volontairement été gardée avec un découpage des séries, avec les noms des épisodes. Et avant de diffuser ça, parce que là aussi, je ne veux pas oublier, vous allez avoir 2 bandes annonces avant de sociétés qui nous ont portés dans ce projet, qui nous ont aidés, sponsorisés, accompagnés. Et moi, je voudrais rendre vraiment un grand hommage à Batifire qui est ici et qui nous a sponsorisé et qui a cru en notre projet et sans jamais voir d'image. D'ailleurs, je ne sais pas si moi, à votre place, je l'aurais fait. Tildev, qui eux aussi ont largement participé à ça. Firefightbox aussi, ils sont là dans la salle. Merci d'être venus. L'Union départementale qui a participé au financement, le SDIS qui a participé au financement et qui nous a autorisé à faire ça aussi. Et donc voilà, c'est tous ces gens-là, tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et à qui on a péniblement remboursé les frais, mais qui ont donné des jours, des semaines, presque des mois de leur vie pour ce que vous allez découvrir maintenant. Donc voilà, un grand merci et je pense qu'il faut les applaudir très sincèrement. Alors on a aussi Aurel et Thomas qui sont dans la salle, qui ont fait les génériques, le jeu vidéo que vous allez voir, qui est une séquence qui a été développée spécifiquement pour cet épisode-là. Ça a demandé un travail absolument considérable. Voilà, spoiler, mais on va pas le dire, vous verrez. Voilà. Allez, regardez-moi. Maintenant, on vous laisse le regarder.